Écho du portefeuille de l'État. Écho du portefeuille au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Écho du portefeuille accompagne les entreprises du portefeuille de l'État en mettant en lumière les tâches accomplies par les mandataires. Écho du portefeuille, véritable vitrine des entreprises du portefeuille de l'État. Découvrez les enquêtes, reportages, dossiers, analyses sur les entreprises et établissements publics à travers cet outil de communication du ministère du portefeuille. Écho du portefeuille, vecteur par excellence. Il dispose ces espaces pour la présentation de bilans, perspectives, potentialités, voire les difficultés rencontrées. Les mandataires des entreprises et établissements publics ont désormais un espace approprié. Écho du portefeuille intervient donc dans tous les secteurs, à l'instar des mines, ressources hydrauliques et électricité, transport et voies de communication, finances, agriculture, industrie, postes et télécommunications et autres services. La volonté exprimée par le chef de l'État, celle de replacer les entreprises et établissements publics, en faire un véritable levier pour le développement économique et social de la RDC. Les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, à mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. Écho du portefeuille, au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Vous avez choisi de suivre Écho du portefeuille, vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine. Écho du portefeuille. La République démocratique du Congo dispose désormais d'une politique générale du portefeuille adoptée par le gouvernement. C'est le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa qui l'a annoncé lors de la conférence débat tenue à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Vianney Moutulirano nous en dit plus. Devant un auditoire constitué des professeurs, des nombreux cadres et des étudiants, Jean-Lucien Boussa Tongba a démontré que les entreprises du portefeuille de l'État sont indispensables à la diversification aussi bien horizontale que verticale de l'économie de la République démocratique du Congo. Maintenant, lorsque on fait les constats que nous avons faits, pour les 3 mois et demi que j'ai passé au ministère du portefeuille, j'ai voulu comprendre pourquoi les entreprises du portefeuille battent de l'aile. Pourquoi malgré la réforme de 2008, on n'est pas avancé. On n'a pas obtenu les résultats escomptés par la réforme. 2 facteurs majeurs. Avant d'indiquer le facteur, je voudrais que c'est vrai, j'ai énoncé les difficultés qu'ont ces entreprises. Mais en même temps, je voudrais vous assurer que toutes ces entreprises disposent d'un potentiel immense qu'il suffit d'explorer, d'exploiter rationnellement. Donc je vais pour dire que les problèmes que j'observe, c'est 1, la gouvernance. Le vrai problème de nos entreprises du portefeuille n'est pas le manque de ressources financières. J'ai parlé d'un potentiel immense qui existe, qu'on peut transformer en ressources financières. C'est la qualité de la gouvernance de nos mandataires publics. Premier problème. Deuxième problème, c'est la qualité de la gestion des accès sur les résultats. S'agissant de la gouvernance, je voudrais vous dire que ce que j'ai observé, c'est que vous avez des mandataires publics qui passent leur temps à se disputer. Simplement, au lieu de consacrer leur temps à gérer. C'est disputer, vous comprenez la suite. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'avec le TikTok ici, c'est compliqué. Donc, j'ai observé des grandes entreprises structurantes où depuis 3 mois et demi, les PCA ne s'entendent pas avec les DG ne s'entendent pas avec les DGA, les administrateurs ne s'entendent pas avec telle autre personne. Premier constat. Deuxième constat, les PCA pensent qu'il devient DG. Non, d'abord ils pensent qu'il devient conseil d'administration.
pour les étudiants, je voudrais d'abord rappeler que les entreprises sont structurées de la manière suivante, 2 organes. Le premier organe, c'est le conseil d'administration, qui est coordonné par les PCA. Le deuxième, c'est la direction générale, où vous avez le directeur général et le directeur général adjoint. C'est valable aussi pour les établissements publics. Les conseils d'administration, c'est comme les parlements. Et la direction générale, c'est comme le gouvernement. Les rôles sont clairs. L'un oriente, contrôle, évalue. L'autre gère. Il est dans l'exécutif. Ce qu'on a constaté, ce que j'ai constaté, c'est que le PCA veut gérer à la place du DG. Mais, monsieur, vous êtes un mandataire passif. Le DG ignore superbement l'exécution des résolutions prises par les conseils d'administration. Et le DG est considéré comme un secrétaire et un assistant. Il vient tourner les pouces au bureau. J'ai bien compris que c'était la logique d'une économie de cueillette. Ils étaient dans la logique d'une économie de prébendiers, de cueillette, etc. Et non dans la logique d'une économie qui veut se développer, qui utilise ces outils, ces entités économiques comme des vecteurs de la production, des vecteurs de la croissance, des vecteurs de l'emploi. Premier problème. Donc, est-ce l'ignorance des textes? Est-ce fait sciemment les deux ensemble? Voilà pourquoi la première réforme que je mène, ce n'est pas une réforme, mais une décision que je prends, c'est de pouvoir clarifier par de notre circulaire le rôle du DG, disons mieux, le rôle du conseil d'administration, le rôle du PCA, le rôle du directeur général, et délimiter, indiquer les frontières respectives entre les uns et les autres en rappelant que les compétences sont d'attribution. Ainsi soutient-il qu'il est important que l'État garde par les entreprises publiques une présence solide dans l'économie. Par son intervention, le doctorant Jean-Lucien Boussa s'aligne sur un courant de pensée économique bien clair. Et là-dessus, je voudrais vous dire qu'avant mon arrivée, lorsque j'arrive au ministère du portefeuille de l'État, je n'ai pas trouvé une politique du portefeuille de l'État approuvée par le gouvernement et transformée en assignation aux mandataires publics de chaque entreprise du portefeuille de l'État. Une politique, c'est aussi la déclinaison d'une vision, mais une vision qui est déclinée de manière cohérente. Pourquoi la SNEL? Mais pourquoi les sociétés privées d'électricité? C'est pour quel résultat? Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'industrie. C'est clair. Et donc, quelle est l'approche stratégique pour que les pays ne puissent pas être en déficit énergétique criant, qui devient une contrainte majeure pour le développement industriel du pays, qui est un facteur important de la croissance de l'économie et de sa diversification. Donc il fallait une politique, je n'ai pas trouvé ça. Et Dieu merci, le gouvernement actuel sous le leadership du président de la République et la coordination de Madame la Première ministre, nous avons pu produire et approuver une politique générale des entreprises du portefeuille de l'État que j'ai déjà transmis à chaque mandataire public en termes d'assignation, une politique arrimée à la politique nationale. L'un des participants, le professeur Bofaya, en l'occurrence, semble avoir pénétré cette pensée et la vision du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. Il y a le courant de pensée dit de la croissance exogène qui prône le libéralisme et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de partisans là-dessus et il y a le courant de pensée de la croissance endogène qui prône l'intervention de l'État dans l'économie. Autour du thème, les entreprises du portefeuille de l'État face à l'enjeu de la diversification économique de la RDC, défis et perspectives, Jean-Lucien Boussa s'est révélé du courant des pensées de la croissance endogène. Il a étalé son modus operandi pour redresser les entreprises du portefeuille de l'État, selon la mission à lui confiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.
Lors du briefing co-animé avec son collègue de communication et médias, Jean-Lucien Boussa a dévoilé le diagnostic des entreprises du portefeuille de l'État, dont certaines ont réalisé les résultats moins performants que d'autres. Le gouvernement s'emploie à faire de ces entreprises le boulevard du développement économique du pays. Suivez. Le premier constat est que les textes légaux et réglementaires qui organisent la gestion, l'administration des entreprises ne sont pas respectés. Pas d'égard pour ces textes. Ça, c'est un. Et c'est un problème sérieux. Le reflet de ce non-respect des textes, par exemple, vous avez au sein des entreprises 2 organes. On peut même dire 3. Le premier organe, c'est l'un des organes, c'est les conseils d'administration. Vous avez les PCA, les administrateurs, et le directeur général qui fait partie de l'organe. Vous avez la direction générale avec un DG-DGA et vous avez au sommet l'Assemblée générale. Qu'est-ce qu'on a observé? C'est qu'il y a des entreprises, je ne dis pas toutes, en tout cas la quasi-totalité des entreprises, où le président du conseil d'administration se confond à l'organe conseil d'administration. Il peut, dans son bureau, prendre des décisions qui engagent l'organe. Il n'est pas compétent pour ça. Il préside, certes, le conseil d'administration, mais il n'est pas l'organe. Deuxième chose, vous avez des présidents des conseils d'administration qui veulent gérer au quotidien, en lieu et place du directeur général. Non, monsieur, vous n'êtes pas dans l'exécutif. Vous avez des directeurs généraux qui pensent que les résolutions du conseil d'administration ne les concernent pas. Le conseil a décidé, il n'exécute pas les résolutions du conseil d'administration, ce n'est pas possible. Et vous avez des cas où le directeur général adjoint n'a pas de place, tout simplement. Et pourtant, il appartient à l'organe direction générale. Il n'a aucune attribution. Il vient au bureau pour tourner le pouce et à certains égards, il est même moins respecté que l'assistant du directeur général. Lorsque j'observe et je constate que depuis que je suis là 3 mois et demi, la plupart des entreprises, des dirigeants des entreprises, passent le temps à se disputer sur des questions qui n'ont rien à voir avec des questions d'ordre stratégique. Il y a le déficit du management stratégique, il y a un déficit criant du management des risques, ce qui a créé beaucoup de problèmes à ces entreprises. Il fallait régler cette question-là, et la meilleure manière de la régler, c'est que j'ai fait une note circulaire pour que chacun respecte les frontières de ses compétences et donner du contenu à la fonction du directeur général adjoint. Ça, c'est de 1. De 2, on a observé aussi que, finalement, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements? Très vite, on va se rendre compte qu'il s'agit, finalement, les gens sont en dehors de l'intérêt général. Le cœur de métier n'est pas la priorité. C'est des intérêts périphériques qui deviennent prioritaires. Il fallait mettre fin à cela. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Parce qu'on s'est dit, mais derrière les mandataires qui ne font pas cas aux textes légaux et réglementaires, qui passent le temps à se disputer, je ne dis pas que c'est tout le cas, hein, mais qu'est-ce qui se cache derrière? On essaie de gratter pour se dire, mais quel est le profil des mandataires publics? On se rend compte qu'à certains égards, le problème est celui des profils des mandataires publics. Il faut régler ces problèmes-là aussi. Mais alors, on observe en même temps, comme j'ai indiqué tout à l'heure, que sur 3 exercices, les résultats sont négatifs pour la plupart d'entreprises publiques ou du portefeuille de l'État. Mais lorsque vous voyez afficher les tableaux des rémunérations, c'est en contradiction flagrante avec le résultat. Ce n'est pas acceptable. À la limite, les rémunérations de mandataires doivent correspondre au poids de l'entreprise et au profil du résultat que l'entreprise réalise chaque année. Il n'est pas normal que le moyen de l'entreprise, en termes de charges d'exploitation, soit concentré entre 9-10 personnes, au lieu d'être orienté vers les priorités stratégiques des entreprises du portefeuille de l'État, qui sont les catalyseurs de la diversification de l'économie, qui sont l'un des catalyseurs de la croissance de l'économie. C'est simple. Lorsque le gouvernement politique économique qui est défini et approuvé,
quelle est la contribution? C'est la question. Et c'est pourquoi je parle du management stratégique. Quelle est la contribution des entreprises du portefeuille de l'État qui couvrent autant de secteurs dans l'objectif de l'amélioration de la croissance de l'économie à travers sa contribution au produit intérieur brut? Quelle est la contribution de ces entreprises à travers la fiscalité, à travers les taxes, à travers les droits des douanes au budget de l'État? Et donc, on a observé que la contribution n'était pas assez consistante, et j'ai indiqué les problèmes tout à l'heure, et nous avons donc au niveau du gouvernement, sous l'inspiration du président de la République et la coordination de Madame la Première ministre, pris des mesures pour pouvoir recadrer cet état des choses. Et 2 décrets ont été approuvés au niveau du Conseil des ministres. 1, pour le profil des mandataires. 2, pour les plafonnements des rémunérations des mandataires. Regardez un autre exemple. Comment voulez-vous qu'un commissaire aux comptes puisse être payé mensuellement comme un salarié? Ce n'est pas normal. Le commissaire aux comptes est payé sur base d'une prestation. Et c'est lorsque la prestation est réalisée qu'il est payé. Mais dans le régime que nous avons décidé, le gouvernement, de pouvoir remettre en cause, le commissaire aux comptes a un salaire mensuel. Et pourtant, un commissaire aux comptes il est admis qu'un commissaire aux comptes puisse travailler dans 5, 6 entreprises. Alors, si vous êtes dans 6 entreprises, vous avez 6 salaires. C'est cela? Ah non, c'est des choses inacceptables. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé d'harmoniser le niveau de revenus. Un autre exemple, dans toutes les entreprises d'ici ou d'ailleurs, le président du conseil d'administration ne peut pas avoir un salaire au-dessus du directeur général. Pas du tout. Et donc, on a vu des cas où le PCA est mieux rémunéré que le directeur général. Et l'écart des salaires entre le PCA et le directeur général est énorme. Ce sont des questions de gestion qui ne peuvent pas être acceptées, et le gouvernement a décidé de pouvoir harmoniser les différents barèmes. Le ministre du portefeuille a rassuré l'intersyndicale de la minière de Bakwanga sur l'évolution du processus de relance de cette société. À Mbujimaï, la population continue à attendre impatiemment sa concrétisation. Le dossier de Nadine Tchochigombo. Les membres de l'intersyndicale de la minière de Bakwanga, MIBA, ont eu les assurances concernant la relance de leur entreprise. C'était après un échange avec le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, dans son cabinet de travail à Kinshasa. Autour du ministre, le président du conseil d'administration, le directeur général et les membres de l'intersyndicale de la MIBA ont eu un échange fructueux sur les financements de la relance de la MIBA. Jean-Lucien Boussa Tongba a éclairé ses invités sur les efforts que le gouvernement congolais est en train de fournir pour que la MIBA soit relancée. Le processus de décaissement de 70 millions de dollars américains pour le plan minimum connaît son cours normal. Il a appelé au dialogue et à la paix entre les différentes parties au sein de cette grande entreprise. Satisfait des assurances du ministre du portefeuille, le président de l'intersyndicale s'est exprimé en ces termes. Sincèrement, nous avions été bien édifiés. Il nous a donné des pistes de solutions. Et un grand problème qu'il a demandé, tout d'abord, c'est le dialogue. Parce qu'on ne peut pas parler d'une bonne relance si entre partenaires, surtout que nous sommes les partenaires sociaux, qu'on n'arrive pas à dialoguer. Le souhait de son Excellence, c'est de voir tout d'abord que la paix sociale y règne. Et on va nous accompagner avec les fonds qu'on mettra à la disposition pour que l'œil de tout le monde soit dans ce qu'on mettra pour la relance progressive de la MIBA d'ici là. Non, d'autres revendications, il n'y en avait pas. Mais est-il que la petite revendication pour nous, c'est quoi? C'est la paye des travailleurs. Ça fait un beau bout de temps que les travailleurs n'ont pas leur salaire, mais ils bénéficient au moins d'un forfait qu'on paye sur la redevance et sur la créance de la MIBA. Et maintenant, ça fait presque 5 mois qu'on n'a pas reçu ça.
nous avions demandé à son Excellence d'entrer en contact avec son collègue de finances pour qu'on puisse vraiment penser à ce que cette manne arrive entre les mains des travailleurs. En Bujimaï, la population continue d'attendre de pied ferme la relance de l'Amiba qui faisait autrefois la fierté de toute la République. Dans l'histoire, la société minière de Bakwanga a employé plus de 5000 personnes. D'ailleurs, c'est grâce à la minière de Bakwanga que nous avons même la ville de Bujimaï, la province même du Rasta oriental. C'est grâce à la présence d'une entreprise de la taille de l'Amiba que nous avons notre province du Rasta oriental. Puisque avec cette société, nous avons beaucoup de problèmes qui sont résolus. Il y a d'abord l'emploi, il y a les écoles, il y a le courant, il y a l'eau. Donc vous voyez que c'est grâce à l'Amiba qu'on a même les routes, les avenues que nous avons chez nous ici. C'était vraiment l'apport de l'Amiba. La commission mixte de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC-SA en sigle, était chez le ministre du Portefeuille pour solliciter, entre autres, son implication pour l'obtention de 140 millions de dollars américains destinés à 3378 retraités. On fait le point avec Ruth Mouatia. La commission mixte employeur délégation syndicale SNCC, conduite par Madame Lutana Chilombo, directrice des ressources humaines, témoigne tout d'abord sa gratitude envers le chef de l'État, pour l'assistance salutaire accordée à cette entreprise publique en ce qui concerne la subvention d'équilibre. Elle peut ensuite un tableau alarmant retraçant la problématique de la relance des activités avec un accent particulier sur le dossier de pensionnables. Depuis 2008, la SNCC est sous le processus de son redressement à partir du contrat de gestion que le gouvernement de la RDC a eu à signer avec la firme Vecturus, un opérateur privé. La problématique du redressement de la SNCC SA, avec un âge moyen par agent de 62 ans, passe entre autres par la sortie des agents ayant atteint l'âge de la retraite et le rajeunissement du personnel, une question épineuse pour la gestion des ressources humaines actuellement. Au 31 décembre 2008, les effectifs de la SNCC SA étaient de 12 578, dont plus de 2000 avaient déjà atteint l'âge de la retraite, mais que la société ne savait pas sortir. Après avoir compris que la dette sociale de la SNCC SA constitue réellement un passif lourd, et que la SNCC SA ne peut à elle seule couvrir ce passif, malgré les efforts consentis à travers les actions visant la diminution des charges d'exploitation, le gouvernement de la République démocratique du Congo a sollicité et obtenu un financement IDA auprès de la Banque mondiale, dont une partie a été affectée au paiement d'allocation unique des retraites des agents de la SNCC, retraités et éligibles à la retraite, ainsi que le paiement des cotisations de sécurité sociale dues à l'INSS, actuel CNSS, et ce, pour permettre aux agents concernés de bénéficier des prestations du régime général de la sécurité sociale. À cet effet, 3 protocoles d'accord entre l'employeur et la délégation syndicale avaient été signés et ont permis de réaliser 3 plans sociaux en 2011, 2013 et 2014 pour la sortie respectivement de 2208, 1472 et 450 agents SNCC éligibles à la retraite, et ce pour une enveloppe totale de 68 521 10,43 dollars américains. Il s'y est de relever que suite au cantonnement des comptes de la SNCC, logés dans différentes banques commerciales, on n'a pu sortir que 15 pensionnables sur 57 concernés. À date, la situation de la dette sociale se chiffre à hauteur de 426 675 515,80 dollars américains, dont 140 618 404 dollars américains pour 3 378 agents
ayant atteint l'âge de la retraite de 2014 à 2023, comme mieux indiqué dans le tableau en annexe. Comme nous allons nous rendre compte, les effectifs actuels de la SNCC au 30 septembre 2024 se chiffrent à 5 781. Et dans ces effectifs, les 3 378 y figurent encore. La grande préoccupation pour notre délégation est, comme relevé si haut, est la sortie des pensionnables 2014. Et nous pensons que les fonds cantonnés et ceux bloqués à Afriland constituent la solution immédiate pour ces agents avancés en âge, soit 75 ans d'âge actuellement, et qui sont en passe de perdre leur droit à la retraite CNSS. Dans un autre chapitre, le ministre du portefeuille et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, ont échangé autour de l'urgence de mettre en œuvre le marché interentreprises qui offre plusieurs avantages. Kokongo B et José Kayembe nous en disent plus. Le ministre du portefeuille et le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, ont échangé sur l'urgence de mettre en œuvre le marché interne entre les entreprises du portefeuille dans le souci de renforcer l'économie nationale. C'était au cours d'une séance de travail entre Jean-Lucien Boussa et Miguel Kachal-Katembe, tenue au cabinet du ministre du portefeuille ce lundi 14 octobre 2024. Au sortir de cette activité, le patron de l'ARSP a fait savoir que cette réforme est salutaire, d'autant plus qu'elle va permettre aux entreprises de booster leur chiffre d'affaires et ainsi contribuer au développement économique du pays, selon le vœu du chef de l'État. Nous avons échangé sur plusieurs questions qui concernent les sociétés de l'État qui sont gérées par les portefeuilles. Et là où l'État détient des actions dans une société principale, si l'État détenait par exemple 20 ou 30%, on peut aussi dire à la société principale de s'assurer en République démocratique du Congo conformément à la loi et permettre à ce que les sociétés de l'État participent aussi à la chaîne des valeurs et pour que ces sociétés se développent aussi et contribuent à l'économie du pays. Pour mémoire, la promotion du marché interne entre les entreprises est l'une des multiples réformes sur lesquelles le ministre du portefeuille se penche à l'heure actuelle. Jean-Lucien Boussa avait expliqué les avantages offerts par une telle démarche au 3e Conseil des ministres du 28 juin 2024. Certains chefs d'entreprise s'activent pour exploiter cette opportunité de nature à booster l'économie du pays à travers l'augmentation des chiffres d'affaires des entreprises publiques et celles d'économie mixte. Du côté de la Société nationale d'électricité, le réseau électrique a été réhabilité et modernisé dans certains quartiers de Kinshasa, à l'instar de Yolo Nord. Autre détail dans ce reportage que nous propose Nadine Chachigombo. La population de Kanlouka, bénéficiaire de la promesse du chef de l'État matérialisée par le directeur général de la SNEL SA, Fabrice Lusinde, qui a effectué une visite sur les sites des travaux. Accompagné de son partenaire Xogéac et des chefs de quartier bénéficiaires, il a été accueilli par le chef de projet, le directeur Michel Kaninda. Le directeur général a commencé par le point de perception des bureaux rénovés pour un travail optimal. Ensuite, le numéro 1 de la SNEL a évoqué les difficultés des débuts et la détermination de sa société de tenir les promesses faites par le chef de l'État. Le chef de l'État avait promis aux habitants de Kanlouka l'électricité et aujourd'hui on constate qu'il y a une matérialisation effective de la promesse du chef de l'État. Et si les gens sont en mesure maintenant, chacun dans sa maison, de regarder la télévision, d'allumer la lumière, de mettre les téléphones, de se promener le soir dans le quartier avec l'éclairage public, c'est ce que le peuple voulait et c'est ce que le chef de l'État avait promis. En outre, dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Yolo Nord à l'école primaire Kamina, le réseau électrique est en phase de réhabilitation et modernisation.
Ainsi prend fin le magazine Écho du Portefeuille. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Écho du Portefeuille RDC TV. Merci et au revoir.